Salut à tous, c'est Bricoleur. Dans le précédent épisode, je vous montrais tout le processus pour fabriquer cette carte électronique pour piloter une machine-outil à commande numérique. J'avais testé son fonctionnement sur une graveuse laser pour un résultat tout à fait satisfaisant. Cette fois-ci, on passe à l'étape supérieure, on va numériser une fraiseuse à portique qui va me permettre donc de graver et de découper du bois, du plastique et même de l'aluminium. Allez, c'est parti, petit sommaire en images. Heureusement, je pars pas de zéro pour faire cette fraiseuse. J'en ai récupéré une que je vais améliorer en ajoutant ma carte et en refaisant la partie électrique. Alors en plus, je vais ajouter un système d'aspiration, un système de lubrification, un système de refroidissement pour la broche, des parois pour éviter les projections et des fins de course. Allez, on attaque la première partie qui consiste à démonter l'existant et à voir tout ce que je peux récupérer. Alors, j'ai récupéré une fraiseuse probablement fabriquée en Chine, fournie avec un logiciel tout en chinois, une carte Mac 3, et comme vous pouvez le constater, le câblage est franchement magnifique. Non. Les trois axes de la machine sont sur des vis à billes, ça garantit d'avoir aucun jeu. D'un point de vue structurel, il n'y a absolument rien à redire sur la fraiseuse à portique, on va juste lui apporter quelques améliorations. On a du moteur pas à pas de 4 A et une broche de 1,5 kW. Alors ça c'est l'alimentation très basse tension, la plus simple du monde, c'est un transformateur, un pont de diode et un condensateur. Alors moi je vais remplacer tout ça par une alimentation à découpage. Les drivers de moteur pas à pas c'est du grand classique, c'est du TB6600 que j'avais déjà utilisé dans d'autres vidéos. Et ça c'est une carte Mac 3 que je vais remplacer par la carte que j'ai fabriquée. Et je vais pouvoir récupérer le variateur de fréquence qui sert à piloter la broche. Et maintenant, autour de l'armoire de commande. Alors, je voulais récupérer celle d'origine, mais c'est vrai qu'avec ma carte, ça manque un peu de place. Donc du coup, je vais la refaire intégralement. Ma petite technique quand je fabrique une armoire électrique, c'est de tarauder les trous que je fais sur la plaque de fond. Ça me permettra de pouvoir retirer un des éléments si jamais il y en a un qui tombe en panne. Attention, préparez-vous à un bruit extrêmement désagréable dans 3, 2, 1... Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à attaquer l'assemblage. C'est parti, je mets des goulottes pour faire passer les câbles et j'ai plus qu'à mettre les éléments en place. J'ai malheureusement remarqué, et je m'y attendais un peu, j'avais un problème quand je reliais la masse de ma carte électronique à la masse du variateur de fréquence. En effet, quand je connecte les deux ensemble, le SP32 ne fait que redémarrer en boucle, donc impossible de lancer mon programme. Alors pourquoi ? Eh bien ça c'est parce que le variateur fait du bruit. Alors quand je parle de bruit, évidemment je parle pas de bruit acoustique, je parle de bruit électromagnétique. Ça correspond à une variation anormale d'un signal électrique à cause des perturbations environnantes. Alors pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, j'ai simulé sur un de mes logiciels du bruit blanc sur un signal carré. Voilà ce que ça donne. Alors le résultat est pas terrible, ça modifie essentiellement les niveaux de tension, qui vont être les niveaux bas et les niveaux hauts. Du coup, sur un système électronique, ça peut soit causer des pannes, soit causer des fonctionnements erratiques, soit même ne pas marcher du tout, ce qui est mon cas. Alors dans mon cas, le perturbateur, c'est le variateur de fréquence. Alors comment je sais que c'est lui ? Eh ben pour deux raisons. La première, c'est que c'est une merdouille chinoise achetée à 20 € sur AliExpress. Et la deuxième, un variateur de fréquence, ça contient une structure électronique qui s'appelle un hacheur, qui va faire commuter des transistors de puissance à une certaine fréquence. Alors ce signal de commande, c'est un signal carré. En mathématiques, un signal carré, c'est la somme de plusieurs sinusoïdes de fréquences multiples qu'on appelle des harmoniques. Alors potentiellement, ces harmoniques vont créer du bruit et des perturbations autour des appareils environnants. Alors comme vous pouvez voir sur ce schéma, il existe plusieurs modes de transmission de ces perturbateurs électriques qui peuvent passer soit par les câbles, par la masse ou même encore par l'air. Alors il n'y a pas que les harmoniques qui peuvent perturber les appareils électroniques, il y a aussi ce qu'on appelle les boucles de masse et d'autres phénomènes que je ne vais pas vous expliquer parce qu'en fait tout ce domaine de l'électronique qu'on va appeler la CEM pour compatibilité électromagnétique, c'est un domaine qui est très vaste, très complexe, il y en a qui en font même leur métier.
Alors quand on fait du développement électronique, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte avant de commercialiser un produit. Il faut être sûr qu'il n'émette pas trop justement de ces perturbateurs, mais aussi qu'il ne soit pas trop sensible. Alors malheureusement, ici c'est pas le cas de l'ESP32, parce que c'est pas la première fois que j'ai ce genre de problème avec. Pour le câblage, je procède dans l'ordre. Je vais déjà commencer par tout ce que je peux faire sur la plaque de fond sans avoir à la mettre dans l'armoire. Je raccorde tous les petits signaux vers les drivers de moteur pas à pas. Ensuite, je câble l'alimentation 24 volts. Et maintenant, le gros du câblage, ça va être de mettre toutes les prises en place. Comme il y a des dissipateurs thermiques sur les drivers de moteur pas à pas et sur le variateur de fréquence, j'installe donc un système de ventilation dans l'armoire. Je raccorde la broche en triphasé, les moteurs pas à pas. Et pour finir, je raccorde donc au secteur l'alimentation à découpage et le variateur de fréquence. Une dernière petite chose pour que ce soit plus pratique, on peut externaliser le lecteur de carte SD de la carte, il suffit juste de mettre une rallonge. Et là, je l'ai collé à l'extérieur de la boîte. Donc la seule solution pour éviter les remontées de perturbations sur la carte, c'est de mettre en place un système qui s'appelle une isolation galvanique. Alors, ça consiste à séparer électriquement deux parties d'un système électronique via ce qu'on appelle un optocoupleur. Alors, opto pour optique. Globalement, on va convertir donc notre signal PWM en impulsion lumineuse qui, elles-mêmes, vont faire commuter un phototransistor. Donc, du coup, on sépare électriquement les deux parties du système. Alors, le désavantage de faire ça, c'est qu'il va falloir des alimentations indépendantes de chaque côté. Alors, heureusement, il y en a déjà une qui alimente le SP32 et il y en a aussi une autre intégrée au variateur. Alors le plus simple, c'est d'acheter une carte qui fait directement le boulot, qui va convertir donc un signal PWM en 0,10 volts avec une isolation galvanique à la clé. Alors grâce à cette carte achetée sur Amazon, vous allez pouvoir réaliser facilement une isolation galvanique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de continuité entre les deux parties de votre circuit. Mais c'est complètement ils ont relié la masse des deux côtés. Donc l'optocoupleur, il sert à rien. Ils auraient mis un fil à la place, ça revenait au même. Alors, je vois qu'une seule explication qui a pu justifier ce choix par le concepteur de la carte. Bon, avec juste une petite modif, je peux quand même corriger ce problème facilement. Allez, maintenant, je branche tout ça et je fais mon premier test. Allez, je lance une gravure toute simple, vous allez vite reconnaître. Pour un premier essai, c'est plutôt pas mal. Alors il n'y a pas d'écran intégré avec cette fraiseuse, vous êtes obligé de passer par votre smartphone. Si vous tenez absolument à ce qu'il y ait un écran, il y a quand même une solution. Avant de lancer ma deuxième gravure, j'ai ajouté des parois en aluminium pour éviter un peu les projections. Bon, du coup, ça marche pas trop mal, mais je vais quand même ajouter un système d'aspiration intégré. Bon, pour ça, j'ai juste ajouté un petit support que j'ai fixé sur la broche, où je peux venir directement plugger mon aspirateur. Alors il y a un paramètre qui est crucial à régler, ça va être le nombre d'impulsions qu'il va falloir générer pour parcourir une certaine distance. Soit vous réfléchissez un peu et vous prenez donc en compte le nombre de microsteps réglés dans le driver, le diamètre de la poulie, le nombre de dents, le module, etc. Soit vous êtes une feignasse comme moi et vous utilisez la méthode empirique, c'est-à-dire vous testez et vous regardez de combien ça bouge. Alors ma technique, c'est que je vais faire un repérage au crayon sur un des axes de la machine, je vais demander via le logiciel Universal G-Code Sender de bouger de 10 cm, je fais un deuxième trait, je mesure de combien j'ai bougé, et après, grâce à un produit en croix, je vais pouvoir définir le nombre d'impulsions nécessaires pour bouger de la bonne distance.
Alors pour usiner du bois, le mieux c'est d'utiliser une fraise au carbure avec une ou deux dents. Voilà. Avec ça, ça va rentrer comme dans du beurre. D'ailleurs, il est temps de vérifier cette expression. Allez, maintenant je vais vous montrer comment je convertis facilement une image en G-code compréhensible par la machine. Pour ça, je vais sur un site en ligne qui s'appelle Conversio, qui va me permettre de convertir dans plein de types de formats différents. Je récupère un fichier DXF que je peux ouvrir donc avec le logiciel qui s'appelle CamBam, qui va me permettre donc de créer tous mes G-codes. Je peux remettre à l'échelle, alors ici je veux que ça fasse un cercle de 20 cm de diamètre. Et ensuite, j'ai plus qu'à configurer mes options d'usinage. Pour afficher le maximum de détails, je vais commencer par faire le contour de mon image avec une fraise d'1 mm. Et je peux directement observer le résultat en 3D. Ici, on peut voir donc l'épaisseur des couches, le nombre de passes que ça va faire, ainsi que la profondeur et le plan de dégagement. Je n'ai pas de changement automatique d'outil sur cette fraiseuse, je vais devoir le faire manuellement. Alors pour ça, je vais devoir découper mon G-code en plusieurs parties. Alors ça, c'est la deuxième partie où je viens faire une poche, c'est-à-dire que je viens vider l'essentiel de la matière avec une fraise un petit peu plus grosse. Alors je peux aussi utiliser des outils graphiques directement intégrés au logiciel qui permettent de faire des cercles, des lignes, des carrés, etc. Donc voilà à quoi ressemble le fichier G-code que je vais envoyer directement dans la machine en le mettant sur la carte SD. Maintenant qu'on a fait de la gravure sur bois, on va attaquer la gravure sur plastique. Alors là, je fais de la gravure en surface avec un outil spécifique. J'ai testé sur de l'acrylique et du polycarbonate, et le résultat est vraiment très cool. Toujours grâce à Conversio et à CamBam, je vais convertir donc une image que j'ai trouvée en ligne en fichier vectoriel, puis en G-code. Wow. En plus de la gravure, je peux aussi faire de la découpe. Alors j'ai fait des logements pour pouvoir mettre des roulements, alors c'est pas pour faire un spinner, ça c'était pour voir mes tolérances de gravure. Et je suis à peu près à 0,1 mm. Alors maintenant je vais tester quelque chose que je n'avais jamais fait, ça s'appelle la gravure à l'anglaise. Grâce à Proteus, un logiciel qui permet de faire des cartes électroniques, je vais pouvoir directement générer un fichier DXF de mon circuit imprimé. Du coup ça permet de faire des circuits sans avoir à utiliser de produits chimiques. Je fais toujours le G-code en 3 parties, une première pour graver les pistes, une deuxième pour venir faire les perçages, et une dernière pour venir découper la carte. Le résultat est vraiment propre, je suis vraiment très content de cette technique, et ça va pouvoir me permettre de faire rapidement des cartes. Et évidemment, ça serait dommage de ne pas utiliser cette fraiseuse pour graver du métal. Bon, tout ça pour dire que c'est excessivement bruyant quand on usine du métal. Bon et maintenant je vais vous montrer vite fait qu'on peut faire aussi du profilage 3D, c'est-à-dire qu'on peut venir graver des reliefs. Alors là, j'ai ouvert directement un fichier STL, donc ça c'est les fichiers qui sont compréhensibles aussi par les logiciels d'imprimante 3D. On va pouvoir faire des déplacements de la fraise en 3 dimensions.
Et maintenant, petit aparté où je vais faire de la résine époxy, parce que j'avais une petite idée derrière la tête quand j'ai fait ces gravures sur bois. Il suffit juste de respecter la recette, alors il faut mettre 2 tiers de résine et 1 tiers de durcisseur, je mélange avec un agitateur, j'ajoute quelques gouttes de colorant et j'attends 5 minutes. Et après, il n'y a plus qu'à verser. Alors là, je suis un peu déçu par cette couleur, c'était censé être du vert fluo, mais c'est absolument pas fluo. Et après, à la fraiseuse, j'enlève l'excédent de matière d'un côté, mais aussi de l'autre. Un petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Ça serait dommage de louper la prochaine vidéo. Bon, en même temps, vu le nombre de vidéos que je poste par an, vous allez pas être spammé. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Ça a été un petit peu plus long que d'habitude pour faire cet épisode, bien parce qu'il a fallu le temps que je prenne en main la fraiseuse et les logiciels. Mais ça va me permettre pour la suite de faire des pièces vraiment très cool pour mes projets. J'ai hâte de vous montrer ça. N'oublie pas de liker, de partager et de commenter. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne bricole à tous.